Bonjour à toutes et à tous, je suis Shiresine du laboratoire CITIL à Lyon. Donc celles qui me connaissent ne m'attendent probablement pas sur le sujet et à vrai dire, moi non plus. Car en fait mon collègue qui est plus sur le sujet ne pouvait pas venir. Donc ce que je vais essayer de faire est de prendre en fait quelques extraits des 3 thèses que nous avons réalisées en fait sur le sujet pour illustrer un petit peu les problématiques et les difficultés, et donc en insistant donc la partie thermique. Bon, quels sont en fait les procédés en fait, de fabrication additive de polymères? Donc je prends 2 exemples, le frittage laser et le FDM. Donc pour commencer, donc vous avez en fait la partie matériaux. Donc pour le frittage laser, c'est de la poudre, donc sinon FDM, ce sont des filaments. Ensuite, on va chauffer et faire la fusion. Donc pour frittage laser, bien sûr c'est avec laser, mais pour FDM, c'est souvent donc éléments chauffants par électricité. Et ensuite, donc, pour frittage laser, on va ajouter une couche de poudre, mais pour FDM, donc, on va déposer la partie fondue. Et c'est ce processus-là qui se répète un certain nombre de fois donc avant la phase finale de refroidissement pour extraire donc, la pièce donc, fabriquée. J'espère que vous êtes convaincus que la communauté thermicienne est au cœur des procédés de fabrication additive, donc vous êtes convaincus que c'est notre devoir d'y apporter des contributions. Bon, ensuite, quels sont les sujets qu'on traite sur la partie polymère? Alors, donc, il y a tout d'abord le problème de répétabilité et la viabilité, parce que donc, on a du mal à reproduire donc, des pièces identiques. Et ensuite, on a aussi le problème de propriétés mécaniques de surface. Donc, si les pièces sont destinées donc, à usage mécanique, les propriétés sont moins intéressantes. Donc, du coup, ça influence aussi la durabilité des pièces. Alors, comme vous avez pu voir, on commence avec les matériaux. Donc, il y a eu un axe de recherche, c'est sur les matériaux, amélioration des matériaux existants ou fabriquer de nouveaux matériaux pour ces procédés-là. Donc ici, je m'arrête en fait seulement sur la liste donc, des matériaux existants pour les procédés frittage laser. Et en ce qui nous concerne, donc, nous allons en fait contribuer sur le deuxième axe, c'est améliorer le contrôle des procédés. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on devrait faire de l'instrumentation donc sur le procédé, donc pour faire le monitoring. Donc ça c'est l'élément essentiel pour comprendre et améliorer le procédé. Et donc théoriquement, donc, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre et modéliser et simuler les phénomènes physiques engendrés donc dans ces procédés-là. Bon, dans le cadre du frittage laser, donc je commence avec donc, ce diagramme-là, c'est-à-dire que lorsque le polymère est chauffé, donc à un moment, il y aura la fusion par ici. Et ensuite, lorsque vous refroidissez, donc c'est à une température beaucoup plus basse qu'il y aura donc le phénomène de cristallisation. Enfin, ce sont ces 2 températures-là qui limitent en gros donc, la fenêtre de fabrication. Donc les poudres de polymère donc, seront mises donc, à peu près dans cette zone-là, et ça permet donc à chaque fois que le laser arrive, donc ça permet de traverser la fusion. Et donc pendant le processus, mais il n'y aura jamais de cristallisation. Donc c'est à la fin que la cristallisation aura lieu. Donc comme je disais que ce procédé-là a un problème donc, au niveau des propriétés mécaniques. Donc les pièces fabriquées ne sont pas en fait aussi solides que celles donc, fabriquées par des procédés donc, plus classiques. Donc au niveau donc phénomène, donc c'est parce que il manque de compréhension sur les phénomènes physiques donc impliqués dans le procédé. Donc à commencer par en fait donc interaction laser et poudre de polymère. Donc c'est un sujet qui est plus donc centré sur la communauté du transfert radiatif. Et ensuite, donc une fois donc, on a la fusion, dont les grains vont se coalescer. Donc vous avez donc le phénomène de coalescence
coalescence et de densification, et il y a accompagné avec la diffusion de l'air lorsque les pores sont fermés. Et enfin, donc, vous avez donc, le refroidissement, donc c'est la période où il y aura la cristallisation. Donc ce que nous proposons, donc, pour mieux comprendre, c'est de faire de la modélisation et simulation donc, pour améliorer nos connaissances, mais nous avons toujours besoin des problèmes de benchmark donc, expérimental pour qualifier et valider donc, ce que nous faisons. Alors, donc, en ce qui concerne les phénomènes donc, physiques, donc, j'avais dit que donc, on commence avec le début, c'est une réaction laser-lit de poudre. C'est là qu'on apporte donc, la puissance thermique donc, pour faire fondre. Donc, ça, c'est en fait une source. Et ensuite, donc, on a la fusion. Donc, avec l'approche enthalpique, c'est vu comme donc, un puits donc, thermique donc, dans notre équation. Mais donc, les conséquences, c'est que donc, ça change les propriétés thermophysiques du lit. Et donc là, j'avais évoqué coalescence et la diffusion. Donc, non seulement ça change les propriétés thermophysiques, mais ça change aussi la porosité. Donc, du coup, vous avez en fait la diminution de la porosité, vous avez le problème de retrait à gérer. Donc, à la fin, c'est la cristallisation. Donc ça, c'est aussi un terme source. Alors, en ce qui concerne donc l'interaction laser-polymère, donc ce que nous avons fait, c'est d'utiliser les méthodes existantes en associant donc méthode de Monte Carlo et lancer de rayons pour en fait traiter ce problème-là. Donc on reste dans la partie diffusion de mi parce que donc en fait les longueurs d'onde de laser et la taille des grains donc sont en fait dans cette zone-là. Alors, à partir de là, donc, ce qu'on peut faire, ici je vous montre en fait des distributions de la position finale des photons absorbés. En fait, la position finale, c'est que bon, après un certain nombre de fois donc, de parcours, donc c'est l'endroit où en fait les photons sont arrêtés. Donc, alors c'est sans diffusion, donc vous voyez, donc c'est une espèce de torche qui éclaire, donc en fait rectiligne, mais avec l'intensité donc en diminuant en profondeur. Avec la diffusion, vous voyez, donc en fait c'est conique, c'est-à-dire qu'à la surface, la zone chauffée est un peu plus importante, mais en profondeur c'est un peu moins. Donc pour ces résultats-là, donc nous avons utilisé donc des mesures dans la littérature pour valider notre approche. Donc ça fournit en fait la source donc, thermique pour commencer. Voilà. Et alors, j'ai oublié de dire que nous avons commencé avec des méthodes, des éléments discrets. Donc, comme on a en fait rencontré pas mal de problèmes, nous avons changé de méthode en considérant que c'est un milieu équivalent, continu, donc, et sans écoulement. Donc, on va adopter bien sûr l'approche enthalpique pour tout ça. Donc, et vous avez donc l'équation qu'on connaît donc très bien avec les propriétés donc équivalentes du milieu. Alors, qui évolue sans cesse durant le procédé. Donc, vous avez les trois donc, termes S. Donc, il y a laser, donc il y a la fusion, il y a cristallisation. Ces deux-là peuvent apparaître donc, éventuellement en même temps, mais en fait, celui-ci arrive très tard dans le procédé. Comme donc, il s'agit d'un milieu continu, donc on doit calculer donc, les propriétés équivalentes avec les modèles. Donc, ensuite, donc, vous avez donc, la coalescence. Donc, ici, donc, je vous montre un modèle alors, qui est basé, donc, qui utilise l'angle de contact donc, θ. Donc, c'est un modèle viscoélastique, c'est-à-dire que c'est des mécaniciens de fluide qui ont travaillé dessus. Donc, si on utilise donc, un fluide newtonien, donc, ça marche beaucoup moins bien. Et alors, en ce qui concerne la cristallisation, on utilise le modèle donc, le plus classique de Nakamura, donc, qui est représenté sous cette forme-là, c'est évolution en temps du taux de cristallisation. Donc c'est ce terme-là, enfin c'est ça qui apparaît en fait dans le terme source de notre équation.
Et en ce qui concerne les méthodes numériques, donc, nous avons utilisé des volumes finis, donc, qui sont quand même assez rares pour ces procédés-là. Et donc, bon, sans entrer dans les détails, donc avec ça, donc ça nous permet en fait de traiter le problème de densification, c'est-à-dire que donc, à chaque pas de temps, donc, en fonction de la densité, donc, enfin, la masse volumique, on va calculer le volume occupé, après on réajuste donc, ces volumes occupés, donc, on libère certaines cellules à la surface. Alors, donc, comme vous pouvez voir, alors, si on ne fait pas donc, ce traitement-là, donc, sur une couche, vous voyez, donc, la masse donc, augmente sans cesse, et lorsque vous faites ça, donc, vous gardez encore la masse constante. Et avec ça, avec le volume fini, on peut aussi donc, traiter l'ajout de la couche, donc, puisque l'étalement de cette couche-là est un phénomène beaucoup plus lent que le passage donc, de laser. Donc, on peut faire ça, mais on n'a pas pris en fait, en compte donc, la forme talus donc, de ce phénomène-là. Alors ensuite, donc, il y a la question de diffusion donc, de laser dans le lit de poudre. Donc là, tout à l'heure, j'avais dit qu'avec la prise en compte de la diffusion, donc vous avez en fait le chauffage en fait, sur une zone plus importante à la surface, mais en fait à une profondeur beaucoup moins en fait, importante. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de proposer en fait, l'expression analytique du terme source, et ensuite on a fait une comparaison entre la version sans diffusion et la version avec diffusion. Donc en haut, c'est la en fait, version sans diffusion, donc en bas, c'est la version avec diffusion. Donc vous voyez schématiquement que en fait, c'est la zone donc, fondue à la surface est moins importante, mais la profondeur est plus importante, mais ici, c'est l'inverse. Alors, est-ce que ça a un sens? Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de comparer, c'est-à-dire qu'avec un mono-couche et monopassage, on va regarder la dimension de l'échantillon fabriqué dans ce procédé-là. Donc, nous avons fait la comparaison. Alors, vous voyez que donc, ça, c'est la partie expérimentale. Donc, ça, c'est en fait le modèle sans diffusion, et ça c'est le modèle de la diffusion. En tout cas, donc, on voit qu'il y a une certaine amélioration donc, dans ce sens. Et après, donc, il faudrait aussi faire des mesures donc, in situ pendant le procédé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a essayé de mesurer avec la caméra infrarouge. Donc, comme vous pouvez voir, donc, déjà, donc, la largeur de laser est représentée seulement par 3 ou 4 pixels. Donc, on a un problème de résolution. Alors, après, donc, lorsqu'on essaye de comparer, donc, qualitativement, donc, c'est OK, mais quantitativement, donc, il y a encore du travail à faire. Et les difficultés, c'est que, bon, j'ai déjà dit que bon, la résolution n'est pas suffisante donc, au niveau spatial, et donc en fait, en plus, c'est un problème, un milieu évolutif pendant ce procédé-là. Donc, vous avez donc, la rugosité qui change, vous avez l'émissivité qui change probablement, vous avez aussi le phénomène de semi-transparent, donc tout ça est très compliqué, ça relève en fait un défi aujourd'hui pour avancer sur ce sujet-là. Alors, pour le monitoring, donc, si admettons qu'on a mesuré la température de la surface, en fait, chaque fois lorsqu'on ajoute une couche, donc là, le point mesuré est sur la couche suivante. Donc, juste pour dire que ici, vous voyez que c'est la première couche qui est en fait le passage laser. Ici, on ajoute la couche, et après la mesure, c'est sur la deuxième couche, et ensuite troisième couche, etc. Donc tout ça, donc ça veut dire que dans cette série-là, ça représente donc, les points complètement différents, mais chaque fois à la surface du lit de poudre. Et donc, alors, enfin, en ce qui concerne les propriétés mécaniques, il est question de la porosité et de sa distribution. Donc, pour pouvoir avancer, donc, nous avons fait appel à la communauté donc, des sciences de matériaux pour faire de la tomographie. Donc, vous avez l'image 3D et donc, une courbe en 2D en gris. Donc, à partir de là, donc, nous avons fait une moyenne donc, sur le plan horizontal. Donc, vous avez cette distribution-là. Nous avons tenté de faire une comparaison avec les modèles qu'on utilise, qui travaillent sur l'évolution de la porosité à chaque point donc, dans le domaine. Voilà, donc qualitativement, c'est encourageant. Voilà. Bon, alors là, c'est
C'est mal fait, ok, je suis désolé. Donc, pour conclure, je dis que vous êtes convaincus que la communauté thermicienne est au cœur de ces procédés-là. Donc, notamment en ce qui concerne le transfert radiatif et donc le changement de phase, donc fusion et cristallisation. Et ensuite, donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment, donc, nous avons besoin des modèle donc bien meilleur, c'est-à-dire que nous avons gardé la porosité constante, nous avons fait en fait l'étude de la distribution, mais une fois qu'une couche est fondue ou en partie fondue, on ajoute une couche, que se passe-t-il? Donc il faut continuer de faire ce travail-là pour améliorer donc, le modèle. Et pour le changement de phase, c'est pareil, donc la proportion fondue donc, est liée à la température. Actuellement, on a gardé la relation linéaire, mais bon, est-ce que c'est bien ça donc, ou pas? Donc, ce sont toujours des questions. Ensuite, donc, pour appliquer au procédé, on a besoin des modèles plus légers, donc modèles réduits ou pas. Donc, il faudrait en fait travailler donc, le sujet. Et enfin, donc, on a toujours besoin des mesures expérimentales pour qualifier, pour valider donc, ce que nous faisons au niveau de la simulation. Et enfin, donc, ce procédé de fabrication additive est un objet multidisciplinaire. Donc certes, nous, de notre point de vue, la communauté thermicienne y est, mais à côté, bon, vous avez compris que donc, les sciences de matériaux et les chimistes sont aussi donc, dans le procédé. Et alors pour des pièces mécaniques, donc, nous avons nos collègues mécaniciens, donc, et pour ce qui fabrique des machines, donc, il y a des gens qui gèrent des procédés. Donc pour dire tout ça, c'est que sans nous, la communauté thermicienne, je pense qu'ils auraient un peu moins avancé, puisque vous êtes sûr que la thermique donc, serait moins bien traitée que par nous. Voilà. Mais par contre, si nous intervenons seuls, nous n'irons pas très loin non plus. Bon, merci de votre attention.